Donc, Continue. on est basé principalement dans la ville de Québec. On est des consultants. On opère beaucoup au gouvernement du Québec, mais également dans les grosses compagnies d'assurance, les banques également. Dans les années 2017, avec Carl, on regardait un peu l'opportunité africaine, comment qu'on peut s'implanter puis offrir nos services aux pays africains, puis d'attaquer ce marché-là. On a fait une analyse par un groupe d'économistes, la firme Aviseo, qui est très reconnue euh, au Québec. Puis là, on leur a dit, ben, on veut s'implanter en Afrique, ça nous intéresse de faire des affaires là-bas. Ben, faites-nous une analyse économique pour dire, ben, c'est quoi les pays qui sortent du lot puis qui sont les plus opportuns pour aller faire de la business là-bas. Puis à travers cette étude-là, il y avait sorti cinq pays qui se classaient parmi les premiers, les plus prospères en TI, puis les plus intéressants. Tunisie, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, le Cameroun également. C'était les pays qui sortaient du lot. Donc, puis là, on a commencé notre prospection en Afrique. On a fait des voyages en Côte d'Ivoire, on a fait des voyages au Sénégal également pour voir les potentiels là-bas. En 2017, on a pris la décision aussi d'ouvrir un bureau en Tunisie. Donc, pour nous servir comme base arrière, pour adresser le marché européen, mais également pour avoir un pied à terre en Afrique, puis pouvoir adresser le marché africain. Cependant, cet élan-là pour commercialiser nos services en Afrique, ça a été freiné un peu par tout le COVID, puis tout l'épisode qu'on a vécu par rapport à ça. Donc là, notre bureau à Tunis est devenu un bureau arrière là, pour faire de la sous-traitance pour nos projets à Québec. Aujourd'hui, on a 25 consultants qui sont basés à Tunis, qui travaillent principalement sur des projets qu'on a ici au Québec, là, puis qu'on fait sous-traiter par notre entité à Tunis. Bon, maintenant, l'expérience en Tunisie, comme tout territoire, tantôt Carl il parlait des différences culturelles, ben, c'est le point majeur à ne pas négliger, là. Il y a quand même des grosses différences entre les approches ici au Canada puis ce qu'on peut avoir en Afrique. La business, elle se fait différemment. Euh, Même dans un domaine comme le nôtre, qui est le domaine des TI, où c'est les mêmes standards pratiquement, il existe aussi des différences. Donc, on a vécu des enjeux au départ avec les employés, on essayait de gérer d'une façon un peu à la canadienne, puis les employés étaient plus en attente de certaines commandes. Donc, nous, on pensait leur donner, mettons, un scope, puis il était pas mal autonome, ben, les résultats n'arrivaient pas selon les attentes qu'on avait, comme ce qu'on avait au Canada. Les gens étaient plus en attente d'instructions plus précises de ce qu'il fallait faire, puis il y avait un clash dans les façons de gérer les choses. Dans l'approche aussi, au niveau des approches, ici au Québec, on était beaucoup en mode partenariat. Travaillait beaucoup en partenariat avec plusieurs compagnies, plusieurs firmes spécialisées. Ça peut être des concurrents, puis à la fois, ils sont partenaires. Ce qu'on a vu au, en Afrique, puis en Tunisie en particulier, c'est que c'est pas aussi évident que ça. Si on est compétiteur, on est compétiteur, on est à la limite dans une guerre ouverte, là, on peut pas différencier nos relations en différenciant le dossier, là. Il faut dire qu'en Afrique, quand on transige là-bas, ici, c'est beaucoup très rationnel. Là-bas, c'est beaucoup très émotif. Donc, les liens qui se font sont des liens plus émotifs, même en business. Donc, les gens, ils s'identifient personnellement, ils sont émotifs. Dès que vous allez faire un contact en Afrique avec quelqu'un, il va essayer de vous rajouter sur Facebook personnel. Donc, tu sais, ça vient créer des liens plus proches. Au Canada, on est plus terre à terre, on est plus pragmatique, plus objectif. On a une relation de travail. Je ne verrais pas pourquoi tu me rajouterais sur Facebook à la limite. Là, donc, puis ça, c'est des détails, des fois, on pense que c'est anodin, mais pour quelqu'un
mettons, d'Afrique, du continent africain, ben là, c'est des choses qui sont importantes. On parle à des gens qui sont avec une bonne intelligence émotionnelle. Puis, tu sais, c'est des choses qui sont importantes pour eux autres. Donc, tu sais, ça, ces différences culturelles-là, il ne faut pas les négliger quand on fait affaire en Afrique. Puis, on a eu des enjeux, là. À la limite, à un moment donné, on a mis en place un staff de gestion de notre bureau de Tunis qui sont des Tunisiens, là. Tu sais, on a choisi, par exemple, des Tunisiens qui ont déjà vécu au Canada, hein, qui ont une expérience au Canada, qui savent c'est quoi les critères qu'on a besoin en termes de qualité, en termes de standards de livraison pour nos systèmes informatiques. Puis là, vu qu'il y avait le désir de retourner en Tunisie, vivre en Tunisie, ben là, c'est là qu'on leur a offert une job pour dire, ben, vous pouvez aller là comme gestionnaire pour gérer les équipes là-bas. Si je fais un bilan de l'aventure Tunis, c'est sûr, est-ce que je ferais la même affaire aujourd'hui? Ben, la question, je le ferais différemment. Honnêtement, si j'avais à prendre la décision aujourd'hui de m'implanter dans un pays africain, j'aurais peut-être tendance à racheter une ferme sur place avec son staff de gestion, avec du staff, de la clientèle qui est déjà sur place. Ça aurait été plus payant, puis ça aurait été un raccourci pour mes stratégies d'affaires. Bâtir le pays de zéro, puis faire tous ces apprentissages-là. C'est intéressant, je ne dirais pas que ce n'est pas intéressant, sauf que, tu sais, toute l'énergie que ça a coûté, ben là, cette énergie-là aurait pu être mise sur le marché ici à Québec, puis j'aurais peut-être généré plus de croissance à Québec. Puis entre-temps, ben là, j'aurais eu, mettons, une entreprise avec son staff de gestion qui opérerait en Tunisie, puis qui aurait déjà son positionnement en Afrique. Donc, ça, c'est pour faire le bilan, mais n'empêche, l'expérience reste quand même positive sur le point financier, sur le point humain aussi. Là, donc, c'est super intéressant de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez des questions plus précises, je pourrais y répondre, là. Dans le cours de l'établissement de Momentum sur le continent africain, évidemment, tu as mentionné les différences culturelles qu'il a fallu apprendre à maîtriser parce qu'on ne gère pas de la même manière ici que là-bas. Maintenant, alors là, on parle de ressources humaines. Si on parle de gestion financière dans ce type d'opération, vous avez maintenant une entreprise qui est une entreprise tunisienne en Tunisie, qui, quelque part, appartient à l'entreprise canadienne. Je n'ai pas nécessairement besoin du détail, comment c'est installé, mais cette entreprise en Tunisie génère des bénéfices. Est-ce qu'on peut les rapatrier? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des réglementations pour ou contre? Comment ça fonctionne un peu? Aujourd'hui, je te dirais, je ne suis pas rendu à rapatrier de l'argent en Tunisie. Je suis encore en mode investissement, là, malgré qu'il existe quand même cette année. Je pense qu'on va finir l'exercice avec un exercice rentable, là, donc générer du profit. Cependant, je ne pense pas rapatrier de l'argent de Tunisie vers le Canada, l'entité canadienne. Je vais plus garder du fonds de roulement là, pour relayer la business là-bas pour cette année. Cependant, la mécanique existe, là. Nous, on a fait le choix pour nos finances de prendre des compagnies des Big Four là, pour gérer notre comptabilité et tout ça. Ma VP Finance, elle est frileuse, puis elle voulait une compagnie fiable là, pour gérer ses finances. Donc là, on a pris, ici, on a Deloitte comme compagnie qui fait notre vérification comptable, puis notre gestion comptable aussi. Puis de l'autre bord, en Tunisie, on a Raymond Chabot qui sont là. Au niveau de la structure en tant que telle, on s'est créé quand même des structures séparées pour, protéger l'entité canadienne aussi, là, parce que tu sais, quand on part dans des pays différents, on ne sait jamais comment que ça peut virer l'expérience, là, tu sais, les lois sont différentes, les interprétations sont différentes. Des fois, on peut rentrer dans des contrats, puis il y a eu des choses dans ce contrat-là, puis on ne le sait même pas, puis on est imputable par rapport à ça, là, tu sais, vous rentrez avec un partenaire XYZ, puis le partenaire a donné un pot de vin X,
puis du coup, au lendemain, tu es sous-traitant, puis tu te retrouves poursuivi là, pour, pour malversation là, dans un pays XYZ, ben, c'est des risques qui existent à l'international, puis il faut se prémunir de ces risques-là, puis essayer de se protéger contre ça. Donc là, il y a des structures qui permettent de le faire, des structures légales qui permettent de le faire pour protéger les deux entités, puis garder la collaboration dans ce sens-là. Donc, c'est un peu comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu comme il faut, Carl, à ta question. Oui, c'est intéressant et c'est clair. Alors, si on comprend bien ce qui est exprimé, on se rend compte que ça prend, comme dans n'importe quel projet économique, un certain nombre d'années d'arriver au point de rentabilité. Dans un cas-ci, on est dans une moyenne normale, à peu près 5 ans, où on arrive à ce que l'investissement récurrent finisse par changer de ligne. On passe de l'encre rouge à l'encre noire et on continue dans cette direction-là. C'est bien. J'avais une question qui m'échappe, mais elle va me revenir. Dans le ralentissement qui a été créé par la COVID, parce qu'au départ, vous aviez des vues peut-être sur plusieurs marchés. Vous avez établi un back-office à Tunis pour amorcer, pour offrir des services vers l'Europe, bien sûr. Parce que, ah oui, je reviens à qui me préoccupait tout à l'heure. Ici, au Québec, comme à plusieurs endroits sur la planète, mais au Québec, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre en technologie de l'information. On manque de jeunes diplômés. Nos écoles n'en fournissent pas assez. La France nous envoie des avions pleins de ces jeunes techniciens qui ne suffisent pas non plus à remplir la demande. Alors, quand on avait discuté ensemble au début pour mettre en place une contribution pour amener une entreprise comme la tienne sur le continent africain vers la Tunisie pour y trouver de la main-d'œuvre et peut-être sous-contracter. Dans le cas de Momentum Technologies, vous avez fait votre propre entité pour travailler plutôt que de prendre un partenaire local. Est-ce que le résultat aujourd'hui répond aux attentes, c'est-à-dire que vous avez trouvé suffisamment de jeunes diplômés en Tunisie pour être capable de combler les contrats courants ici au Québec? C'est sûr, des jeunes diplômés en Afrique, ça existe en profusion. Là, des jeunes qui sortent de l'école dans le domaine du TI, là, ça, il y en a à profusion. Cependant, la particularité qu'on a dans notre service à nous autres, on est une firme de services conseil. Souvent, les clients vont payer pour de l'expertise. Puis l'expertise, c'est pas juste tu sors de l'école. Là, donc là, tu as besoin d'un certain nombre d'années d'expérience. Nous, avec notre bureau Tunis, on a fait une mécanique qui permet de rentrer des plus jeunes sur notre bureau de Tunis. On vient leur donner des projets à nous qu'on est en mode sous-traitance versus la Tunisie. Puis, on démarre des procédures d'immigration qui permettent, après 1 an ou 2, ou même voire 3 ans, d'arriver au Québec avec un certain bagage, puis une certaine expérience, puis une expertise. Cependant, actuellement, l'effet de rebond qu'on vit actuellement en Tunisie, puis probablement que tous les pays d'Afrique, c'est que ces jeunes, quand on parle de TI aujourd'hui, on parle d'une pénurie mondiale de ressources TI. Ce n'est pas juste, ça manque de partout, ça manque en Allemagne, ça manque en France, ça manque aux États-Unis. Donc là, on est en compétition pour tout recruter cette main-d'œuvre-là. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'en Tunisie, quand tu arrives à former quelqu'un pendant 2 ans, ben, il est déjà assez attractif là, pour nos amis français là, qui ne gênent pas puis qui vont aller les chercher. Donc là, tu te retrouves toujours à venir former. Puis une bonne partie de ces joueurs-là que tu as formés, ben là, ils partent en France. Donc Alors, là, ça, c'est le. investi pour les former et les Gaulois te les piquent. Ben, beaucoup, 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 beaucoup. Actuellement, ça devient une problématique en Tunisie. Ça roule tellement. Oui, tu es capable de remplacer. Là, tu vas en avoir d'autres qui sortent de l'école. Mais tu es toujours dans une dynamique de former. Puis nous, dans un contexte de service conseil, ça s'y prête moins. Si j'avais un produit, par exemple, ça aurait été parfait parce que j'ai mon produit, je suis en train de développer, je suis capable de mettre en place les mécaniques pour la formation, tout ça. Mais quand on est en mode service, prestation de service, c'est difficile. Puis c'est la limite actuellement qu'on est en train de vivre.
Et l'incitatif de venir habiter au Canada n'est pas suffisant contre l'incitatif de gagner des milliers d'euros, même si le coût de la vie en France est beaucoup plus élevé que le coût de la vie à Québec. Ben ça, ils ne le comprennent pas nécessairement. Ils ne le comprennent pas nécessairement pour eux autres. Ils vont convertir euros versus dollars canadiens. Le coût de la vie, finalement, ils ne le vivent pas. Ils vont convertir le revenu pour dire, ben, j'ai 5 000 euros d'un bord, puis j'ai 5 000 de l'autre bord. Ben là, c'est sûr. 5 000 euros, ça vaut 7 500 canadiens. Donc, tu sais, ça fait 2 500. Ils vont pas nécessairement, ils n'ont pas vécu. Peut-être qu'à un moment donné, puis c'est ce qui arrive souvent, c'est qu'on va en France, à Paris, puis on recrute des gens qui sont des Tunisiens, des Algériens, des Sénégalais, des Camerounais, qui ont vécu un certain nombre d'années en France, puis ils savent que ben, 5 000 canadiens net versus 5 000 euros, ben, 5 000 canadiens est beaucoup meilleur, point de vue accès aux services, point de vue éducation, point de vue qualité de vie au Canada que ce qu'ils pourraient avoir, dans le fond, en Europe. Donc ça, on a beaucoup de cas comme ça, des gens qui ont fait une première immigration pour aller en Europe, puis nous, on s'en va en Europe dans des missions de recrutement, puis on réussit à recruter des gens de ce genre-là. Après, il y a les gens que dès qu'ils rentrent dans notre entreprise en Tunisie, qu'on démarre les procédures d'immigration, puis eux autres, ils sont mindés déjà parce qu'ils ont des amis au Canada ou ils ont de la famille ou de la parenté au Canada, puis ils sont très informés comment que ça se passe au Canada, puis ils ont déjà la vision, ils ne veulent pas vivre en Europe, puis ils veulent aller au Canada. Mais c'est une proportion moins grande parce qu'actuellement, c'est plus le cas. Tout le monde veut aller en Europe, veut aller dans un pays X, Y, Z, autre que des pays d'Afrique. Puis, principalement, c'est le plus rapide moyen de voyager là, qui va être le premier choisi, mettons. Très bien. Alors, une question à deux volets. Dans l'assistance gouvernementale qu'on obtient ici au Québec, c'est-à-dire le côté provincial avec Investissement Québec International maintenant, qui était anciennement Export Québec, mais qui est relativement la même équipe, avec des bureaux en Afrique qui sont basés à Rabat, à Dakar et à Abidjan, et l'appui des délégués commerciaux de l'ambassade canadienne, par exemple à Tunis, M. Cherny et son équipe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet-là? Comment ils nous aident? Est-ce que ça amène des solutions? Comment ça fonctionne pour toi? Ben, c'est sûr, tu ne peux pas aller dans un pays d'Afrique comme ça tout seul puis essayer de faire de la business, là. Ces gens-là, ils comprennent les défis. Ils ont des outils aussi quand on parle d'Investissement Québec ou d'Export et Développement Canada. Là, ils ont des outils là, pour protéger les firmes, pour aider les firmes. Donc, il y a des subventions qui existent pour venir aider les firmes qui veulent faire de l'exportation. Il y a aussi, comme EDC, elle offre un programme comme une assurance là, par rapport à la perception de revenus qui sont générés en Afrique. Donc, elle assure ce revenu-là, ce qui permet, s'il y a un défaut de paiement ou peu importe ce qui peut arriver, ben, vous êtes pareil payé sur une certaine proportion. Donc, ça, c'est des outils intéressants. Momentum assure ses recevables étrangers avec une police chez Exportation Développement Canada. Non, on s'est informé sur tous ces programmes-là, mais vu qu'actuellement, on fait pas nécessairement de grosses business en Afrique étrangère, ben, on n'a pas utilisé l'assurance. Mais on s'est informé sur toutes ces mécaniques-là. Il existe des subventions autant fédérales qu'au provincial pour aider à la prospection, puis pour aider à participer à des missions en Afrique. Donc, c'est des dossiers qui sont montés. Ce genre de subvention? Oui, on a déjà bénéficié. Oui, on a déjà bénéficié de. Ou fédéral? Les deux, tu peux même enchaîner les deux. Là. Il y en a des dépenses qui sont admissibles au fédéral, qui ne sont pas admissibles au provincial, puis vice-versa. Donc, tu es capable de combiner deux demandes d'exportation.
À partir de ce moment-là, il y a beaucoup d'avantages à ce niveau-là, des avantages qui peuvent toucher la commercialisation, participer à un salon, remboursement de frais de voyage jusqu'à hauteur de 50%. En tout cas, quand vous voulez exporter, il y a beaucoup de programmes qui s'offrent à vous. Puis c'est super intéressant, il faut les utiliser là, parce que ça aide beaucoup. Surtout sur la première partie de la prospection, ben souvent, 80% du résultat, c'est un résultat négatif. Là, donc là, quand tu investis de l'argent, quand tu as quelqu'un qui t'aide avec une partie de l'argent investi, ben, c'est toujours intéressant à ce niveau-là. Les gens sur place, c'est comme vos yeux sur place. Les délégués commerciaux du Canada, ben, si vous sélectionnez un partenaire puis vous voulez valider la fiabilité, ben là, eux autres, ils connaissent les partenaires fiables, puis ils connaissent ceux qui ne sont pas fiables, puis ils vont vous le dire. Là. Lui, il ne travaille pas avec, là, tu risques d'avoir des troubles, mais lui, il est pas mal fiable. Donc, ils connaissent toute l'économie du pays, puis sont capables d'aller chercher l'information où elle est. Des fois aussi, si vous avez des problématiques administratives, ben, eux autres, ils sont capables de faire le lien nécessaire pour dans le fond, vous ouvrir les portes à travers l'administration. Mettons, vous avez un problème par rapport à un permis XYZ, ben l'ambassade du Canada pourrait faire de la représentation au gouvernement pour pouvoir vous donner un tel permis. C'est sûr, c'est pas de la corruption, mais c'est juste enlever les freins qui pourraient être face à vous là, dans ce sens-là. Ça l'aide beaucoup. Là. Et tu as parlé justement, parce que tu mentionnes corruption, tu as parlé tout à l'heure en faisant une espèce d'exemple, en disant sous-contractant qui verse une contribution pour obtenir un contrat dans lequel vous devenez impliqué pour faire quelque chose et que ceci pourrait jaillir et que ça pourrait rebondir sur un momentum et créer bien sûr du dommage, sachant aussi que l'entreprise canadienne pour nous, membres du G7, c'est un acte considéré comme criminel. Maintenant, est-ce que ce sont des demandes qu'on voit fréquemment qui arrivent dans votre direction? Si vous me donnez rembourser 10%, vous obtenez les contrats, des choses comme ça, un beau sourire. Est-ce que ça arrive souvent de se faire demander des choses comme ça? Pas aussi directement que ça, mais ça l'arrive. Puis, Ouais. je vous le dis, on a rencontré, je nommerai pas le pays, on a rencontré des responsables gouvernementaux dans un pays d'Afrique, puis à un moment donné, la première chose qu'ils ont dit, ben vous, les Canadiens, vous ne payez pas. Là. Puis vous Ouais. comprenez quand on dit vous ne payez pas, là, ça ne veut pas dire que vous ne payez pas le café, là, mais vous ne payez pas d'autres choses. Là. Donc, ça a été quasiment dit comme ça. Je vais te fait dire dans une demande, on était avec le ministère du Commerce d'un pays qu'on ne nomme pas, et le fonctionnaire m'a dit les Français restent 10%. Et vous? Ouais. Nous, on, Ben, nous, on s'est levé pour on a quitté la salle. ben, définitivement. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'il y a des freins à ce niveau-là. Il y a des pays qui ont des façons de faire pour contourner ce système-là parce que souvent, il va y avoir de ce genre-là de demandes. Des fois, ils peuvent arriver et dire, bon, ben, pour faire patte blanche, je vais prendre une firme canadienne, je vais lui donner un contrat, mais c'est juste pour justifier que je ne prends pas de pot de vin. Là, je fais affaire avec telle firme canadienne, puis il n'y a pas de malversation. Des fois, ça peut arriver, mais souvent, les contrats en Afrique vont être pris par des firmes qui sont françaises, parce qu'en France, l'ambassade française, puis les efforts de la France, ben là, ils viennent faciliter dans un sens le travail des firmes, incluant je ne dirais pas des pots de vin, mais à la limite du financement. Là. Ça peut être du financement. Le pays donne un financement, puis il dit, bon, ben, pour 80% de ce financement-là que je te donne, ben là, ça doit être réalisé par des firmes et des compagnies françaises. À partir de ce moment-là, ça offre la porte à des compagnies françaises d'opérer. Mais c'est sûr, si vous êtes sur des marchés étrangers, vous allez vous faire demander ça. Nous, personnellement, on a une politique anticorruption très ferme au sein de Momentum Technologies. D'ailleurs, quand on a
mis en place des démarches pour partir à l'exportation à l'étranger. Première chose, on s'est fait conseiller par des firmes d'avocats pour mettre en place une convention pour tous nos employés signée pour, comme politique de corruption là, pour nous protéger. Là. C'est un critère d'engagement. Il faut signer ce document dans lequel l'employé s'engage à ne pas tomber dans la malversion, quelle qu'elle soit, sous peine certainement d'expulsion. Définitivement, là, sous peine d'être congédié de la firme là, à partir de ce moment-là. Donc là, tu sais, il pourrait payer, mettons, un lunch jusqu'à concurrence de 75 $. Ben, il ne pourra pas faire un cadeau de 1000 $ à quelqu'un là, pour avoir un contrat, mettons. Okay. Très bien. Maintenant, après ces 5 années, avec les années difficiles, bien sûr, de cette période COVID qui nous a ralenti tout bord, tout côté, et maintenant que le soleil semble se lever sur cette période et que même si on est dans la 8e vague, on la ressent moins, quoique nos enfants sont tous malades. Est-ce que vous voulez continuer à surfer sur cette vague vers l'Afrique? Et si oui, peut-être qu'on peut en parler un peu, de quelle manière, sans révéler vos secrets d'entreprise, mais est-ce que l'idée qui était au départ Côte d'Ivoire, Sénégal, etc., est-ce que ça prévaut encore? Est-ce qu'on va aller dans cette direction-là pour les prochaines années? Qu'est-ce que veut faire Momentum sur le continent? Bien, je vous dirais, on est en train de regarder le topo différemment. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que les firmes françaises sont très implantées en Afrique. Puis l'Afrique et la France sont deux partenaires indissociables, si je veux dire, là, pour plein de raisons. Même si le Canada peut être une excellente alternative aux pays d'Afrique, ils le savent. Puis je pense que le Canada peut offrir des options plus pérennes, meilleures, une relation gagnant-gagnant avec les pays d'Afrique. Mais pour plein de considérations politiques, la France est positionnée sur l'Afrique. Il y a peut-être la Chine qui est en train de jouer du coude là-dedans, puis qui risque de lui enlever pas mal d'influence. Mais ça reste la France qui a la grosse part du lion du côté de ce marché-là. Nous, Momentum Technologies, actuellement, ce qu'on est en train de regarder, on pense qu'il existe actuellement en Europe, dans le fond, avec la récession qui s'en vient, les conditions difficiles qui sont actuellement en Europe, ben, on pense que ça peut ouvrir des opportunités pour de l'acquisition de firmes en Europe qui pourraient venir aider Momentum Technologies, à adresser le marché européen, mais également le marché africain. Donc, tu sais, comme là, au mois de février, fin février, on va faire un voyage de prospection en France pour voir, ben, il y a tout du potentiel de faire des acquisitions en France ou un partenariat solide avec un partenaire français qui nous permettrait, dans le fond, d'offrir nos services sur l'Europe, mais également sur l'Afrique. Donc, tu sais, on essaie de changer un peu notre vision de la chose, puis on essaie, comme toujours, de trouver des solutions différentes aux problèmes. Là. Alors, 2 autres questions. Dans la prospection vers la France, j'imagine que vous faites en partie assister par l'ambassade du Canada et la représentation du Québec à Paris pour vous aider à préparer rendez-vous, réception, liste de clients potentiels, etc. Définitivement, on se fait accompagner. Tu sais, la France, c'est nos cousins pareils là, ici au Québec. Là. Donc, tu sais, on passe beaucoup par le Québec, moins par le Canada. Puis, tu sais, parce qu'il y a un lien fort, puis le Québec est très bien positionné en France. Il y a un partenaire financier qui est très bien positionné aussi, qui est Desjardins, donc, tu sais, qui est notre banquier, qui aussi, aux autres, ouvre plein de portes à ce niveau-là. Donc, on est en train de prospecter avec tous ces partenaires-là pour pouvoir planifier notre visite là-bas. Là. Très bien. Alors, tout à l'heure, tantôt, on parlait de l'influence de la France en Afrique. Évidemment, on parle de l'influence de l'Afrique francophone. Oui. Si j'ai bien compris, au pays mentionné plus tôt, les stratégies de base de Momentum étaient orientées vers des pays francophones. Mais si on regarde le continent en général, on se rend compte, on peut voir le constat que les pays de l'aigle britannique
ont une croissance économique plus élevée que les legs gaulois. Ils ont une souplesse de faire des affaires qu'on ne retrouve pas avec les pays de legs gaulois et ils ont une probité dans les affaires qu'on ne retrouve pas avec autant de soins dans les pays de legs gaulois. Est-ce que pour Momentum de penser par exemple au Ghana, au Nigeria ou même encore mieux au Rwanda comme étant des terres intéressantes pour aller prospecter, c'est quelque chose envisagé chez vous ou on a une anglais et c'est plus complexe? Ben, c'est plus complexe de notre côté, vu qu'on est plus en mode expertise puis en mode prestation de service. Ben, la communication est très, très importante. Puis mes employés ne sont pas bilingues, là. Donc, tu sais, ils sont unilingues en français, donc francophones à la base. Donc, tu sais, j'aurais beaucoup plus de difficultés à venir offrir mes services dans des pays anglophones. Ça marcherait, là, mais tu sais, c'est beaucoup plus difficile, plus compliqué, oui. Très bien. Alors, et dans la prochaine, vous allez dans le début de l'année 2023 en France pour essayer de regarder des acquisitions, toujours pour pouvoir répondre à des besoins européens, mais aussi des besoins africains via une entreprise française qui pourrait être tombée sur votre table en vous disant wow, ça c'est mon vecteur de réussite pour certains des pays, parce qu'ils auraient déjà des contrats en Afrique subsaharienne et que ça vous permettrait d'amener une nouvelle valeur à cette entreprise-là et de se servir de leur réseau pour aller plus loin. C'est ça qu'on comprend? Définitivement. Okay. Des questions, mes étudiants, important de joie et de bonheur? Oui. Parlez fort, tu peux te lever pour qu'ils te voient. Est-ce que le fait que la plupart des mandats que vous envoyez à votre firme de Tunis, que ce soit des sous-contrats québécois, c'est justement à cause que la France vous bloque des mandats en Afrique, ou c'est vraiment parce que c'est plus rentable de leur envoyer des contrats québécois? Honnêtement, je te dirais c'est la facilité, là. On n'a pas nécessairement déployé d'efforts commerciaux actuellement sur le continent africain. Au début, on a fait 2-3 ans d'investissement sur la Tunisie, beaucoup, puis à un moment donné, ben, les chiffres te rattrapent, là. Ben, tu as besoin de tomber en rentabilité le plus rapidement possible parce que c'est pas non plus un. Tu n'as pas les poches profondes là, pour allonger des investissements, puis c'est des gros investissements. Donc, à un moment donné, tu dois retomber en rentabilité, puis rentabiliser la patente. Donc, le premier réflexe, c'était de dire, bon, ben, on va faire travailler cette main-d'œuvre-là sur les projets qu'on a là. Puis, anyway, on est en train de souffrir de pénurie de main-d'œuvre ici. Puis, on a nos bureaux là-bas. Donc, ça a été plus la facilité d'aller chercher la rentabilité plus rapidement possible. N'empêche que le deuxième volet qu'on voyait, c'est une fois que notre bureau de Tunis va être un bureau autonome, ça veut dire qu'il ne dépend plus financièrement de Québec. Ben là, à partir de ce moment-là, on pourrait décider que Tunis commence à faire de l'investissement elle-même pour aller prospecter des nouveaux marchés. Puis dans ce sens-là, on pourrait, mettons, Tunis pourrait recruter un nouveau développeur d'affaires qui aurait pour mission de développer le marché africain. Puis à partir de ce moment-là, la patente est complètement autonome. Là. Je ne viendrai pas nécessairement envoyer des revenus du Canada vers la Tunisie pour mon investissement. Ben là, ça serait de l'auto-investissement de la part de Tunis. C'est un peu l'idée qu'on a. Et la Tunisie investit beaucoup, le pays lui-même investit beaucoup pour développer des liens sud-sud, pour aller vers l'Afrique subsaharienne et offrir des produits et des services de la Tunisie, dont les services de technologie d'information, et partager des mandats, des contrats avec ses frères de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée, du Bénin. Il y a un engouement très fort et il y a quelques organisations nationales qui travaillent très fort à créer ces liens avec de bons résultats, on le voit. Définitivement. D'autres questions pour notre visiteur? C'est tout? Vous n'avez pas envie d'aller à Tunis travailler pour Momentum Technologies d'emblée, comme ça? Non? Désolé, c'est pas ici qu'on va recruter. Mohamed, je te remercie beaucoup parce que ton apport est excessivement important pour la compréhension. Ça ajoute à ce que moi je dis, mais qu'est-ce que je connais là-dedans? Je veux dire, quand vous amenez votre point de vue,
vous ajouter à ce que moi j'ai amené. Évidemment, j'en connais un bout quand même pour avoir fait l'aller-retour plus d'une fois. Mais les témoignages comme les tiens sont d'une valeur inestimable pour leur permettre de donner un sens de réalité à tout ça et de développer une rétention et une compréhension. Alors, on remercie notre... Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci mille fois. Merci. Je te souhaite une excellente fin de journée. On apprécie chaque minute que tu nous as offert. Bonne journée. Bye.